l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition dont voici les titres. Au Niger, Amadou Salifou succède à Amadou à la tête de l'Assemblée nationale. Il a été élu avec 71 voix sur 76 votants. Le gouvernement de transition Burkina Faso a tenu son premier conseil de ministres et déjà le Premier ministre annonce des réformes. Et au Maroc, des inondations ont fait une trentaine de morts dans le sud du pays. Certains portés disparus font encore l'objet de recherches. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Et nous ouvrons cette édition sur le Burkina Faso. Le gouvernement de transition est connu depuis ce dimanche soir et ce sont les militaires qui prennent les commandes de l'armée et de la police. Le lieutenant-colonel Isaac Zida cumule à lui seul le poste de Premier ministre du gouvernement de transition, mais aussi celui de ministre de la Défense. Et le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement a été tenu ce lundi. À l'issue de ce premier conseil des ministres, on retient que le Premier ministre Isaac Zida annonce déjà les réformes dans divers secteurs, notamment de la défense, de la justice et de l'économie. Il entend au cours de cette période de transition corriger les inégalités existantes. Voilà, on a pu discuter avec son Excellence le Président de la transition et avec son Excellence le Premier ministre, évidemment, avec les autres ministres. Et je pense donc que c'est un message fort qu'on lance, qu'on aurait un gouvernement de combat qui va s'atteler donc à travailler sur beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations, notamment donc les questions de justice et les questions liées donc à l'amélioration des activités au niveau social des populations et évidemment aussi les questions des règles liées à la lutte. Des réformes profondes, comme je le disais, dans le secteur de la défense, dans le secteur de la justice et aussi dans le secteur économique. Vous savez très bien que dans ce pays-là, il y a eu tellement de corruption, il y a eu tellement de passe-droit, et il y a eu des attitudes qui mettaient certains Burkinabés au-dessus d'autres. Et tous les Burkinabés n'étaient pas égaux devant la loi. Nous pensons qu'il faut corriger tout cela et ça, c'est la priorité de notre gouvernement. Et au Niger, c'est Amadou Salifou qui succède à Amadou à la tête de l'Assemblée nationale. Il a été élu ce jour avec 71 voix contre 3 pour son challenger, Amadou Garba. Et en abstention, Amadou Salifou fait partie des députés du MNSD Nassara qui soutiennent le président de la République. Rappelons que le MNSD Nassara est un principal parti de l'opposition politique nigérienne. Au Mali, le troisième congrès de l'Union pour la République de la démocratie et la démocratie a pris fin ce dimanche à Bamako. Outre le toilettage des textes, un bureau de 115 membres a été mis en place avec le plébiscite de Soumaïla Cissé à la tête du parti. On fait donc le point avec Aminata Mariko Moussabari. Ce troisième congrès ordinaire a vu le renouvellement des structures de l'URD dans la perspective des échanges futurs. Le positionnement du parti dans l'opposition, le toilettage des textes et le passage de témoins entre Younousi Touré et le tout nouveau président Soumaïla Cissé. Il annonce le renforcement à la base des structures de sa formation. C'est donc avec une légitime fierté que j'accepte de présider aux destinées de notre parti. Puisque tel a été votre choix, fierté dis-je, mais aussi et surtout humilité et optimisme. Je voudrais féliciter très sincèrement tous les membres du bureau exécutif national élus, tous les membres des 2 commissions élues, et leur dire que la tâche est lourde, et leur dire que nous devons mériter de la confiance du peuple de l'URD et que l'ensemble du peuple malien attend de nos actions des solutions aux différents problèmes qui se posent aujourd'hui à la nation.
Ainsi, Soumaïla Cissé dirige désormais un bureau de 115 membres contre 80 de l'équipe sortante avec comme deuxième vice-président Ibrahima Ndiaye, fraîchement arrivé. Le désormais président des Verts et Blancs s'est dit conscient du challenge. Nous aurons besoin pour réussir nos paris de la vitalité, de l'énergie, de la perspicacité, de l'inventivité, de l'engagement de toutes les militantes et de tous les militants de l'IRD. Partout où ils se trouvent et à quelque niveau de responsabilité que ce soit. Travaillons inlassablement à agrandir et renforcer la famille verte et blanche. Travaillons avec acharnement à faire de notre parti une alternative crédible. Sous son règne, l'URD entend poursuivre l'animation du débat politique en proposant et en dénonçant tout ce qu'elle estime contre-productif. Au moment où j'ai le redoutable privilège d'accélérer la présence du parti, le pays n'est pas encore sorti de l'impasse. Les 3/4 de notre territoire échappent à la souveraineté nationale. Kidal, fief des narcoterroristes, défie ouvertement l'autorité de l'État. Les négociations d'Alger piétinent. La gouvernance du fait des errements du régime est chaotique et met à mal nos relations de confiance avec nos partenaires. La propagation du virus Ebola s'étend malheureusement de jour en jour à cause du tâtonnement, de l'improvisation et de l'absence de mesures préventives efficaces à nos frontières. Ces sombres nuages qui s'accumulent au-dessus du pays commandent que nous ayons une attitude toujours responsable, c'est-à-dire dire la vérité en toutes circonstances, être une véritable force de proposition. Les femmes et les hommes que vous venez de porter à la tête du parti devront considérer cette mission comme un sacerdoce et non comme une sinécure. Vous serez, nous serons tous d'une vigilance sans faille à cet égard. Je ne saurais terminer sans attirer votre attention sur les prochaines élections électorales de 2015, où nulle place ne devra être laissée à l'improvisation et au bricolage dans la préparation. Au sortir de ce 3e congrès, c'est désormais une famille URD unie et plus que jamais déterminée à forger son destin. Et à l'issue de ce congrès, le président Soumaïla Cissé, en homme comblé, a exprimé sa joie et il s'est également exprimé sur les défis qui l'attendent. On l'écoute au micro de Aminata Mariko et Moussa Bari. Aujourd'hui, nous sommes en ordre de bataille. Nous sommes mis résolument dans l'opposition. Nous pensons que nous sommes une alternative et que nous allons tout faire pour qu'on voit que nous avons un programme crédible, que nous avons un engagement envers ce pays, que nous pensons à l'avenir de ce pays et que nous serons critiques face aux actions qui peuvent mettre les Maliens à mal. Aujourd'hui, pour l'URD, c'est un grand jour. Nous l'avons dit avant, on était dans l'opposition, mais le Congrès le confirme. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Au-delà des responsables, c'est le peuple URD. Et le peuple URD, vous devez savoir que chacune des communes du Mali est représentée à nos congrès. Nous avons plus de 1000 délégués ici. Donc c'est un grand moment et je me félicite vraiment de la confiance placée en moi et je sais qu'il y a beaucoup de défis à relever demain. Ce qui est remarquable à l'URD, c'est que nous sommes restés unis, nous sommes restés soudés. Vous savez, comme vous dites, c'est la période des vaches qui divaguent, mais c'est la période où les gens nous rejoignent. Et je crois que notre cérémonie d'hier avec Ibandiaï est un exemple. Mais combien de cadres nous ont rejoints? Combien de personnes nous ont rejoints? À travers l'ensemble des pays. Ça veut dire que l'optimisme est là. Ça veut dire que nous sommes sur une voie vertueuse. Et que c'est pour ça que le défi est important, comme vous le dites. Mais il faut encore plus que ça pour faire face à la situation. Et je crois que c'est ça qui nous encourage, c'est ça qui nous met sur le droit chemin, c'est ça qui nous motive davantage. Aujourd'hui, quand on voit l'appel des populations à notre montée, quand on voit le nombre de gens qui étaient présents,
On s'est dit qu'on aurait pu encore prendre une salle beaucoup plus grande. Mais je crois qu'il faut être optimiste, mais il faut rester humble aussi. Et savoir que le travail est là, savoir que les gens ont des problèmes au quotidien, savoir que des gens ont leurs problèmes qui peuvent faire qu'à un moment donné, ils peuvent douter. Mais je crois qu'aujourd'hui, le doute n'est pas permis à l'URD. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est ça qui nous encourage. Mali toujours, les responsables de la société TNT-SAT Africa ont entamé ce lundi une formation des agents installeurs de la télévision numérique terrestre par satellite. Environ 1000 jeunes répartis en plusieurs groupes participent à cette première phase. Aminata Mariko, Daouda Doumbia. À l'instar des autres pays, le Mali est engagé dans le processus de migration vers le numérique à l'horizon juin 2015. Une révolution qui nécessite l'adaptation des équipements et la formation des ressources humaines qualifiées dans le domaine. Ce programme va être constitué à former des formateurs d'abord et puis après la formation des installateurs qui auront en charge l'installation des équipements de TNT SAT Africa. Il s'agit essentiellement de former des techniciens qui seront en charge d'installer des paraboles et des antennes IHF qu'on appelle couramment antennes TNT. Donc au fin de cette formation, on aura des techniciens qui sont aptes à installer des paraboles, des antennes IHF et également à faire l'entretien et la maintenance des équipements de réception TNT SAT Africa. La société TNT SAT Africa, plateforme satellite installée en Afrique francophone au sud du Sahara, est basée à Bamako, s'attelle donc à la formation d'environ 3000 jeunes techniciens et électriciens maliens recrutés sur l'ensemble du territoire avec le concours des structures techniques du ministère malien de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et on les explique déjà les fondamentaux de la télévision numérique. C'est quoi la télévision numérique terrestre? Et on les explique comment installer quels sont les équipements nécessaires pour la télévision numérique terrestre et on les apprend aussi comment les installer dans les règles de l'art, de telle sorte que le numérique tant entendu soit vraiment dans tous les foyers. Au terme de ce programme Elevate Mali, ces jeunes techniciens deviendront des opérateurs économiques dans les différentes régions avec comme spécialité installateurs et fournisseurs de services dans le segment télévision numérique. Ces jeunes, déjà, ils sauront c'est quoi les métiers de l'industrie de la télévision numérique terrestre. Ils sauront installer normalement la TNT et après, ils deviendront, avec toutes les techniques qu'on va les apprendre, ils deviendront des as de l'installation de la télévision numérique terrestre et ils seront des auto-employeurs. Ils pourront créer, si tu veux, des séminaires de formation, ils pourront installer des décodeurs TNT-SAT dans les différentes régions. Et voilà, c'est des auto-employeurs. Au plus tard, mi-décembre, il y aura déjà des box TNT-SAT sur le marché. Et ces installateurs, dans 2 jours, ils seront prêts et opérationnels pour attendre la télévision numérique terrestre et aussi par satellite. Les formateurs abordent des termes ayant trait au matériel adéquat, une installation TNT ainsi que les astuces pour réaliser une installation de qualité. Retour au Niger pour parler de ce colloque sur l'insécurité alimentaire qui s'est ouvert ce matin à Niamey et organisé par le centre régional Agrimet. Ce colloque se tient à un moment crucial où les économies sahéliennes et ouest-africaines sont soumises aux fluctuations climatiques aggravées par les effets néfastes des changements climatiques. Sarki Aboubakar, Razak Abaché pour les détails. Changement climatique, pluviométrie insuffisante, autant de facteurs à la base des mauvaises récoltes, mais surtout d'insécurité alimentaire. Au Niger, les différents acteurs du monde agricole réfléchissent à rendre le système de production nigérien efficace et mieux adapté à un environnement fragile. Qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est s'adapter à un choc, à une situation nouvelle. Il y aura des personnes, ressources qui vont développer un certain nombre d'idées, de pratiques, mais ces personnes-là seront appuyées par des scientifiques chevronnés qui, eux, ont élaboré des systèmes, des théories pour appuyer cette résilience-là. La résilience à l'insécurité alimentaire au Niger. Ce thème est d'autant plus d'actualité qu'il est à la base de plusieurs projets.
il intervient à un moment où plusieurs initiatives sur la résilience, initiatives qui concernent le Niger, sont en cours. Il s'agit, entre autres, de l'initiative de l'USAID, Building Resilience to Recurrent Crisis, l'Alliance globale Agir, l'initiative du Programme alimentaire mondial, renforcer la sécurité alimentaire et la capacité de résistance, celle de la Banque mondiale, initiative Terre aride, et celle de la FAO, Building Resilience for Adaptation to Climate Change in the Agricultural Sector. Donc vous voyez que nous sommes là dans une forêt d'initiatives résilience. Mieux, des échanges fructueux et des partages d'expériences permettront de dégager des positions communes. Acteurs de terrain, qu'est-ce qui a pu être fait et qui peut être considéré comme bonne pratique pour la construction de la résilience? Et ces bonnes pratiques-là, nous allons les partager entre les différents acteurs présents à ce colloque. Ce colloque qui durera 3 jours concerne uniquement le Niger et le Burkina Faso. Les enseignements qui en découleront serviront de support pour d'autres pays. On revient au Mali, à l'instar de la communauté internationale. ONU Femmes célébrera du 25 novembre au 10 décembre la 24e édition des 16 jours d'activisme pour lutter contre la violence faite aux femmes. Et donc, en prélude de cette campagne, une conférence de presse a été initiée ce lundi matin dans les locaux de l'Institut à Bamako. Les détails avec Diaka Didia Tangara, Cheikh Tidiane Koulibaly. 16 jours d'activisme, c'est le nom de la campagne de lutte contre la violence faite aux femmes. Initiée par l'ONU Femmes, elle a pour but de galvaniser les actions visant à mettre fin à la violence basée sur le genre. Elle doit s'étendre du 25 novembre au 10 décembre prochain pour sa 24e édition. Cette année, nous nous réunissons pour pouvoir commémorer cette période avec des actions phares. Ces actions contribuent à mobiliser des forces vives du pays contre les actes de violence contre les filles et contre les femmes. Nous avons essentiellement 2 campagnes à lancer cette année. Une campagne de Beijing plus 20 qui regarde de façon rétrospective sur les acquis de la plateforme de Beijing. Vous savez qu'en 1995, le monde entier s'est réuni pour définir les normes de l'égalité homme-femme selon 12 points. Et 20 ans après, la question c'est de savoir quels ont été les progrès qui ont été accomplis. Ensuite, le deuxième, c'est justement he for she, he pour il et she pour elle. Quelles sont les actions et les actes que les hommes s'engagent à poser pour accélérer l'atteinte de l'égalité homme-femme? Selon les chiffres de l'ONU Femmes, 35% des femmes et des filles seront victimes de violences physiques ou sexuelles dans leur vie. Pour éradiquer ces fléaux au Mali, l'organisation internationale et le gouvernement malien comptent sur l'accompagnement de la presse. Journalistes, vous, hommes de la presse, donc on a vraiment besoin de vous et nous voulons que vous nous accompagniez dans cette activité de campagne de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous comptons énormément sur vous parce que sans vous, nous seuls, on n'y arrivera pas. C'est ensemble qu'on peut arriver et surtout avec la presse. Donc les hommes de la presse, nous avons besoin de vous et nous voulons que nous travaillions ensemble pour vraiment faire le maximum par rapport à ces 16 jours de campagne pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Rappelons que les 16 jours d'activisme 2004 de l'ONU Femmes sera célébré autour de 3 événements majeurs. La cérémonie officielle de lancement ce 25 novembre, la cérémonie commémorative Beijing plus 20, Parole des filles, et le lancement de la campagne He for She, prévu le 4 décembre prochain. La Banque mondiale sur le point de tenir son pari de matérialisation de plusieurs projets d'intérêt communautaire au Gabon.
L'enveloppe de ces réalisations est estimée à plus de 100 milliards de francs CFA depuis 2012 et l'institution financière internationale l'a annoncé au terme de son rapport annuel sur les perspectives économiques au Gabon. Et donc, confirmation dans cet entretien exclusif que la représentante de la Banque mondiale a accordé à notre bureau à Libreville. Le dernier rapport de la Banque mondiale sur le Gabon est sans complaisance. Son économie dépend encore trop du pétrole. Or, le secteur n'est pas un grand pourvoyeur d'emplois. L'institution recommande alors à l'État gabonais de diversifier ses ressources pour être à l'abri des conjonctures économiques internationales. Il faut développer l'agriculture, il faut développer les mines, il faut développer tous les différents secteurs de l'économie qui ne sont pas le pétrole. On est en train de le faire, ça arrive tout doucement, mais pas assez vite pour que la dépendance de l'économie sur le pétrole soit fortement diminuée. Certains efforts en matière de diversification de l'économie gabonaise indiquent que le gouvernement a pris d'importantes mesures ces dernières années, des mesures qui portent sur la création des zones spéciales économiques, le soutien accordé aux PME et l'interdiction chahutée d'exportation des grumes. Cette mesure, par exemple, reste discutable selon la Banque mondiale. Le principe est très bon. On veut encourager la transformation en interne des ressources du pays pour pouvoir exporter des choses avec de la valeur ajoutée. C'est très bien. Ce qu'il faut faire pour s'assurer que ça se fasse, c'est qu'il y ait justement une industrie de transformation du bois qui puisse être viable. Donc, est-ce qu'il y a l'énergie nécessaire pour le faire? Est-ce qu'il y a les routes nécessaires pour sortir les marchandises? Est-ce qu'il y a assez de gens formés pour tous les métiers qui sont liés à la transformation du bois? La Banque mondiale s'est investie à hauteur de 172 milliards de francs CFA pour accompagner la pose de la fibre optique au Gabon, le financement des petites et moyennes entreprises, l'éducation et l'énergie. Certains de ces projets sont en cours d'exécution et d'autres en voie de préparation. Deux autres, le projet d'éducation s'est transformé en projet de formation professionnelle. Donc l'éducation, c'est large. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre en place un programme de renforcement de la formation professionnelle et un projet de développement d'énergie pour les populations rurales. À retenir que la Banque mondiale, dans son fonctionnement, joue un rôle de conseil et d'assistance technique auprès des États. Précision de Mme Yessoufou en poste à Libreville. Direction le Maroc pour refermer cette édition. Une trentaine de personnes ont été tuées dans des intempéries au sud du pays. Les victimes ont été emportées par des rivières en crue et selon un dernier bilan, près de 6 personnes sont encore portées disparues. Derrière cette voiture, un homme est emporté par les eaux boueuses du fleuve. Ici, un autre homme a pu s'agripper aux branches d'un arbre. Nous sommes dans le sud du Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Tout le week-end, des orages violents et des pluies torrentielles ont fait monter le niveau des rivières. Des dizaines de routes ont été coupées, des maisons ont été totalement détruites. Dans ce village, les habitants ont été surpris dans leur sommeil. L'eau est entrée partout, dans les magasins, les maisons. 2 ou 3 maisons se sont effondrées. On a utilisé nos tracteurs pour sauver les gens. Il y avait plus d'1,5 mètre d'eau dans le village. Malgré les dégâts, certains se réjouissent de l'arrivée des pluies. Les gens avaient vraiment besoin de cette eau qui a fini par tomber, Dieu merci. Malheureusement, il y a beaucoup de victimes et de dégâts. C'est toujours comme ça avec les inondations. Les dégâts sont importants. Les secours ont évacué 200 personnes, mais une vingtaine seraient mortes et plus d'une quinzaine portées disparues. Ces intempéries sont fréquentes au Maroc. En septembre, 4 enfants étaient morts près de Ouarzazate suite à la montée des eaux. Point final à cette édition. Merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel.
Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.